Inondations et éboulements pendant la saison des pluies, l'Office national de la protection civile sensibilise les populations de Dabou à un changement de comportement. Dans ce journal, on parlera également du pagne baoulé avec cette incursion chez les tisserands de Sakiaré. C'est une localité située dans le département de Tiébissou. L'on s'intéressera aussi à un groupe musical japonais. Il est entièrement composé de femmes dont la moyenne d'âge est de 84 ans. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. La ville de Dabou, vous le savez, est une zone avec de nombreux bas-fonds. Elle n'est pas épargnée par les inondations et les éboulements pendant la saison des pluies. L'Office national de la protection civile appelle les populations à un changement de comportement. Herman Niamia. Localité marécageuse, la commune de Dabou n'échappe pas aux inondations pendant les saisons pluvieuses. À preuve, pendant les pluies diluviennes de l'année dernière, la voie principale à Abidjan-Dabou était totalement inondée et les voies d'accès aux différents quartiers de la commune ont connu aussi le même sort. En plus, certaines habitations dans cette cité sont à risque. Le site même, de manière générale, de Dabou, il y a beaucoup de dénivellation, ce qui fait que lorsqu'il pleut, on se retrouve dans des anciens quartiers, même les nouveaux quartiers aussi, dans des zones qui sont à risque. Il faut donc prendre des mesures pour éviter d'éventuels drames pendant cette saison des pluies. C'est dans ce cadre que cette délégation de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, conduite par son directeur général, s'est entretenue avec la population de cette cité. La ville est entourée d'eau et beaucoup de bas-fonds. Malheureusement, on constate que dans les zones à risque, dans les bas-fonds, il y a des habitations. Donc nous sommes venus interpeller la population de Dabou avec l'appui du préfet, des élus, pour dire à cette population éviter d'habiter dans les zones à risque. Dabou est la première étape d'une série de villes que nous allons visiter. Le directeur général de l'ONPC a présenté à cette occasion à la population l'équipe de sapeurs-pompiers civils affectés à Dabou. Au nombre de 45 personnes, ces sapeurs-pompiers civils ont pour mission d'apporter les premiers secours aux populations en cas de sinistre. Selon le général Fiak Kili, ce sont 30 casernes de sapeurs-pompiers civils qui seront installées dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, mobilisée pour la reconstitution de son couvert forestier, le ministère des Eaux et Forêts appelle les populations à adhérer à l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». Konaté Moussa. Le couvert forestier ivoirien est en forte dégradation. De plus de 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1960, le pays compte aujourd'hui à peine 2 millions d'hectares. Face à la situation, plusieurs actions sont menées pour la reconstitution de la forêt ivoirienne. Pour booster ces initiatives, l'État ivoirien engage l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». L'objectif visé, c'est effectivement essayer de contrecarrer cette disparition progressive qui paraît inexorable de notre forêt. Donc c'est de reverdir la Côte d'Ivoire. Si chacun plante, nous comptons avoir près de 110 000 hectares de forêt chaque année, c'est-à-dire environ 22 millions d'arbres. Planter un arbre devient désormais une activité d'intérêt public, un acte citoyen. Toutes les couches de la population sont invitées à adhérer à l'action. Il faut que les préfets prennent le relais, que les préfets organisent des plantings d'arbres, tant à des endroits bien précis que autour des artères de leur ville et commune. Tout ce qui est population ivoirienne, chefferie, que chacun plante, c'est à ce prix-là seulement que nous allons arriver à notre objectif de 22 millions d'arbres. Chaque habitant de la Côte d'Ivoire est donc appelé à planter un arbre. Le ton est donné au plus haut sommet de l'État par le président de la République Alassane Ouattara au jardin botanique de Bingerville en juin dernier. Geste suivi par le Premier ministre Daniel Kablan-Dinkan pour le projet de plantation d'arbres d'alignement le long des artères dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Du journalisme en Côte d'Ivoire, c'est le titre d'un ouvrage qui aborde les exigences liées à ce métier. L'œuvre est coécrite par Zio Moussa et le père Francis Bombé. Le premier est journaliste professionnel, le second enseignant-chercheur en sciences de l'information. L'ouvrage a été présenté ce matin au grand public. Christelle Nda et Serge Koléa. Ce livre n'est pas une simple analyse du journalisme et de ses faiblesses en Côte d'Ivoire, il va bien au-delà.
Il interroge le rôle des journalistes dans la mise en place d'un vivre ensemble. Extrait de la préface de Journalisme en Côte d'Ivoire, une œuvre écrite par Zio Moussa et Père Francis Barbé, deux noms bien connus dans le milieu de la communication en Côte d'Ivoire. Quelquefois on les admire, plus d'une fois on les a critiqués et il me semble qu'à un moment donné il faut se poser des vraies questions, essayer de savoir ce que le journaliste peut apporter à notre société, ce qu'il est en réalité et quelles sont les difficultés auxquelles il peut être confronté. Du journalisme en Côte d'Ivoire traite également de l'épineuse question de la formation du journaliste ivoirien. Dans cet ouvrage, des propositions sont faites pour accompagner le journaliste dans la façon d'assumer au mieux son choix de vie, son orientation sociale et politique. Les deux auteurs ouvrent des pistes pour aider les professionnels des médias à se défaire de toute tentative de manipulation. Au moment où nous allons vers les élections, un tel livre vient justement pour inviter les journalistes à faire plus attention dans leurs écrits, parce que quand on lit la presse en Côte d'Ivoire, on est souvent ahuri de voir des titres qui font peur. Zio Moussa est le président de l'OLPED, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Il est journaliste professionnel. Père Francis Barbé est enseignant, universitaire et chercheur en sciences de l'information et de la communication. Il est auteur de plusieurs œuvres. Focus à présent sur le pagne baoulé avec une incursion ce soir chez les tisserands de Sakiaré. La localité est située dans le département de Tiébissou. C'est une zone de production par excellence de cette étoffe. Le reportage de Soro Corona est dit par Charles Tatou. Le pagne baoulé demeure aujourd'hui l'un des pagnes traditionnels le plus prisé en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes. Je l'aime parce que ça fait habiller la femme africaine. Quand nous portons ces pagnes, ça reflète la région, le vieux baoulé. L'origine du tissage remonte depuis le royaume Ashanti au Ghana. Cette tradition vieille de plus de 6 siècles est conservée par le peuple baoulé au centre du pays après son arrivée en terres ivoiriennes. En venant du Ghana, nos mamans sont venues avec les grains de coton. Et arrivées ici, elles ont semé ces grains-là. Et à partir de ce coton qu'elles filaient. Le département de Tiébissou reste la grande zone de production du pagne. Plus de 5000 pagnes traditionnelles sortent de ces fabriques artisanales. Sakiaré, Bomizambo et Touzebo, sur l'axe Tiébissou-Yamoussoukro, sont des villages où le tissage du pagne est la première source de revenus. À Sakiaré, le village est à 95% tisserand. Ce métier se transmet de père en fils depuis des générations. En tout cas, c'est un bon travail, on ne peut pas laisser ça. C'est mon vieux, voilà, celui qui m'a pris, voilà, qui est en train de tisser là-bas. Je suis à l'âge de CE2. Bon, c'est l'année 98. J'ai commencé à apprendre ce métier. Du dévidage des rouleaux jusqu'à la vente, en passant par la teinture, la confection de design et de tissage, tout se fait à la main. Ici, tout le monde est impliqué. De la fabrication du matériel de travail à la vente du pagne tissé. Cependant, de nombreuses difficultés minent ce secteur pourvoyeur d'emploi. Notamment le manque d'abris pour les tisserands et de salles d'exposition. Les tisserands déplorent aussi l'absence du pagne baoulé aux foires nationales et internationales. L'acquisition du fil pose problème. Le coût du fil, aujourd'hui, il pose problème. Nous attendons aussi de l'État la possibilité de pouvoir exporter aussi facilement nos produits pour que le pagne soit véritablement connu. Contrairement aux acteurs de certains corps de métier, les tisserands ne chôment pas. Leurs productions sont écoulées comme de petits pains. La reprise de certaines industries textiles souhaitées pourrait contribuer à l'amélioration de leur production et chiffre d'affaires.
On va s'intéresser à présent à 6 femmes. Elles habitent la petite île de Kohama au Japon. Leur moyenne d'âge est de 84 ans. Ces octogénaires font partie d'un groupe musical, le KBG 84. Au Japon, ces mamies de la pop sont de véritables stars. Focus sur ces divas du 3e âge. Un paysage de carte postale. L'île de Kohama, 8 km² pour seulement 600 habitants, dont 33 membres d'une version locale et improbable des Spice Girls, les KBG 84. Un groupe dont la moyenne d'âge est, comme son nom l'indique, de 84 ans, mais qui s'est tout de même retrouvé qualifié d'idole, ces starlettes japonaises de la chanson. Je pensais au départ que les idoles étaient celles qui avaient vécu longtemps et étaient proches du paradis. Je me demandais si c'était bientôt mon tour d'y aller. Mais ça aurait été dommage, alors que je n'avais pas encore vu Osaka ni Tokyo. Tokyo, elles y sont, grâce à un album de chansons folkloriques de leur île remixé à la sauce pop. Produite par un musicien professionnel, les mamies ont rencontré un succès inattendu et même fait une tournée à travers le Japon. Aller à Tokyo et monter sur scène, j'ai vraiment eu de la chance de venir au monde. J'étais vraiment très émue de pouvoir revoir mes enfants et mes petits-enfants. Ces divas du 3e âge rêvent maintenant de poursuivre leur carrière et de faire de nouveaux concerts à travers le pays. Les mamies de la pop sont bien décidées à continuer à avancer à leur rythme. En bref, la fièvre Ebola toujours présente au Libéria alors que la fin de l'épidémie avait été proclamée en mai dernier. 2 nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés dans le pays, ce qui fait déjà 5 personnes infectées. Vous le savez certainement, la justice guinéenne a inculpé hier l'ancien dirigeant militaire Moussa Dadis Camara pour le massacre du stade de Conakry. C'était en septembre 2009. 157 personnes avaient été tuées par des soldats. Je propose quelques réactions relativement à l'inculpation de l'ex-chef de la junte guinéenne. En tant que président de la République, il était le chef suprême des armées. Vouloir dire que M. Dadis Camara ne savait pas ce qui s'était passé le 28 septembre 2009 équivaut à dire qu'à l'époque, donc, il ne contrôlait pas ses troupes. Et s'il ne contrôle pas ses troupes, ça c'est aussi une faute. Avant que M. Dadis ne se lance en politique, avant que M. Dadis ne s'allie à un quelconque parti politique, il y avait déjà 2 commissions rogatoires qui avaient été adressées à M. Dadis. Pour l'avoir simplement entendu qu'il y aurait alliance entre l'UFDG et les FPDD, le pouvoir a jugé nécessaire de passer par tous les moyens, toutes les voies pour contrecarrer, disons, l'avancée politique de notre président Moussa Dadis Camara. Notre président va rentrer parce que inculpation n'est pas synonyme de culpabilité et sa candidature reste maintenue pour les élections présidentielles. Les autorités burundaises se disent favorables au report de la présidentielle, mais aucune nouvelle date pour l'heure concernant le scrutin. Initialement prévu le 15 juillet, la communauté internationale avait appelé à un décalage de ces élections, estimant que les conditions n'étaient pas réunies. Et on termine sur ces images en Tunisie après l'attaque qui a fait 30 victimes britanniques à Sousse. Des milliers de vacanciers quittent le pays. La diplomatie britannique a déconseillé tout voyage non essentiel dans le pays. Plusieurs autres pays européens demandent à leurs touristes de quitter la Tunisie. Fin de ce journal. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.